Mathias Tavel. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est un capitalisme qui sert toujours les intérêts de quelques-uns au lieu de planifier ce dont nous avons besoin. Et avec le pompon, entre guillemets, en tout cas moi, sur les sujets que j'ai directement suivis au Parlement européen, celui du marché de l'électricité, où là, évidemment, essentiel, parce que si on veut, à un moment donné, électrifier les usages, puisqu'on en a besoin dans le cadre de la transition écologique, aussi bien au niveau du transport qu'au niveau des bâtiments, on a besoin de planifier les besoins en électricité, on a besoin de planifier aussi et de réguler les prix. Et là, vous avez l'arrivée d'un marché européen de l'électricité qui vise à totalement déréguler, à faire entrer des acteurs privés, à faire en sorte que quelques énergéticiens se gavent sur le dos aussi bien des ménages que des collectivités qui de fait vont se couper après derrière dans les services publics, des entreprises, des artisans, des boulangers, etc. etc. Donc voilà exactement ce qui est en train de se passer au niveau du Parlement européen sur les questions écologiques et les impacts, si on veut les lier aux questions énergétiques, industrielles. Didier, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, je me vois moi, mais je ne me vois pas vous. Donc, c'est un peu particulier quand on parle. Donc, pour faire court, parce que je sais que j'ai quelques minutes, concrètement, donc nous, ce capitalisme vert, nous n'en voulons pas. Nous, ce qu'on veut, comme vous le savez, c'est l'écologie populaire, c'est le fait que lutter contre le changement climatique est un formidable levier d'avancée sociale. Et donc, concrètement, ça se matérialise comment? Eh bien, c'est en portant, par exemple, le protectionnisme solidaire qui va faire en sorte de relocaliser les productions dont on a besoin pour la bifurcation écologique et les emplois de qualité qui vont derrière. Donc, c'est pour ça aussi, quand je vous parlais des panneaux solaires, nous, on dit quand on aura planifié nos besoins, les panneaux solaires, ça sera fait dans des filières qu'on aura organisées en France et en Europe. Ce sera aussi évidemment de mettre un terme à l'agrobusiness, vous savez, celle qui promeut l'exploitation intensive du maïs irrigué par des méga-bassines pour les besoins de l'élevage intensif au Brésil. Ça, nous en voulons pas, donc nous voulons évidemment retourner sur une agriculture paysanne qui va être garante de notre souveraineté alimentaire. C'est pas celle des 40 accords de libre-échange qui favorisent toujours plus le grand déménagement du monde. C'est celle aussi qui va permettre, là encore, combat important qu'on a mené au Parlement européen, la rénovation des bâtiments, parce que c'est un des premiers postes émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi parce que derrière, lorsqu'on va rénover les bâtiments, ce sera de permettre à chacun et chacune de se chauffer, toutes celles et ceux qui vivent aujourd'hui dans des passoires thermiques et donc qui ne peuvent pas se chauffer en France comme dans différents pays de l'Union européenne. Et ce sera aussi, pour être bref, le marché de l'électricité. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on demande de sortir l'électricité du marché. L'électricité, on l'a gérée extrêmement bien avant les années 2011, où on nous a forcé à privatiser et à ouvrir à la concurrence ce secteur. C'est aujourd'hui dans les traités de l'Union européenne la libéralisation du secteur avec des conséquences dramatiques qui sont celles aujourd'hui donc de ce marché où un certain nombre d'acteurs et d'acteurs privés vont s'accaparer l'électricité la moins chère, parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ils vont s'accaparer l'électricité la moins chère et nous laisser nous partager ce qui reste. Encore faut-il aussi d'ailleurs qu'il en reste, parce que derrière, là, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est aussi déjà d'anticiper la gestion de la pénurie, parce qu'il n'y a personne qui a planifié les besoins. Et donc, on se retrouve dans une situation dramatique, avec derrière aussi, et je le dis parce que c'est un enjeu des élections européennes, c'est-à-dire de le rendre concret pour les gens. Concrètement, c'est la facture d'électricité de chacun. C'est aujourd'hui les tarifs réglementés qui sont mis en péril par cette réforme-là. C'est pour ça que nous prenons le retour à une gestion publique, mais derrière, évidemment, c'est le contrôle des prix, c'est-à-dire des prix qui correspondent aux coûts de production et qui ne correspondent pas à la spéculation des énergéticiens sur le secteur. Et concrètement, ça peut se faire seulement avec une dérogation aux règles actuelles sur le marché de l'électricité, ce que nous demandons. Donc, vous voyez, il y a plusieurs domaines. Alors, je ne sais pas sur lesquels vous souhaiterez qu'on développe davantage. Je pourrais reprendre la parole, mais vous m'avez dit 10 minutes, donc là, ça arrive à son terme. Mais en gros, il y a vraiment l'articulation, en tout cas, qu'on va devoir faire sur la question sociale, écologique au quotidien, qui est essentielle. Les crises que nous vivons sont aussi paradoxalement
porteuse d'un certain espoir, c'est-à-dire que les bouleversements de ce monde ont le pouvoir aussi de nous rapprocher d'une société plus juste, mais par contre, il va falloir qu'on mène collectivement ce combat et on peut y arriver. Donc nous, en tout cas, en tout cas moi personnellement, mais collectivement, on est déterminés à mener ce combat pour l'élection européenne. Nous serons les seuls à porter cette voix. Donc, donnons-nous la force de tout changer, comme on le dit dans le slogan pour le 9 juin. Merci Marina pour ces clarifications essentielles sur un sujet complexe. On est complètement en phase d'ailleurs avec ce thème, puisque dans notre texte d'orientation, nous avons mentionné la sortie immédiate du marché de l'énergie. On te souhaite une bonne campagne et évidemment le meilleur pour le 9 juin. Et on t'invite à rester avec nous, évidemment. Christophe, donc particulièrement concerné du fait de tes récents luttes auprès des agricultrices et agriculteurs qui rencontrent d'énormes difficultés. Donc, une question assez rapide pour un grand sujet. Quel combat pour le monde rural et pour la renégociation de la politique agricole commune ? Eh bien, merci. Alors, je voudrais déjà vous remercier pour l'invitation d'être ici présent avec vous au 6e congrès du Parti de gauche, 6e congrès, donc 6e République, je crois qu'il y a un lien, non ? Remercier aussi toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation, parce que quand je suis arrivé ce matin, je trouve le lieu magnifique, la décoration, toute l'histoire avec tous ces panneaux, l'exposition, tout ça, ça nécessite du boulot, des militants qui sont sur le terrain, et donc je suis scotché. Magnifique pour tout le travail réalisé par vous, le Parti de gauche, et de l'invitation. Je félicite Jean-Christophe et Isabelle pour votre élection à la tête du Parti de gauche. Et puis Hélène qui était anciennement la coordinatrice du Parti de gauche. Et puis mention spéciale à Issane qui travaille avec moi et qui m'a préparé ce petit entretien et qui m'a mis en lien avec Jean-Christophe pour être ici présent avec vous. Et puis un petit coucou à Marina qui est, je pense, à Marseille, et qu'on va tout faire pour avoir non seulement plus que la dernière fois, c'est-à-dire 6%, ça fait 3 fois qu'on fait 6%, là on vise peut-être 8, 10, 12, 13, 14, 15, être devant les macronistes et être la deuxième force derrière l'extrême droite qui pour l'instant est à 30 ou 40, mais l'objectif c'est d'être derrière eux et faire la course et le match contre eux pour essayer de gagner. On fait tout pour gagner non seulement cette année, mais surtout l'échéance, c'est 2027. Ensemble, on peut gagner, seul, ça sera plus compliqué. Mais voilà mes vœux déjà pour dans les mois, les semaines et les mois qui viennent. Alors merci pour l'invitation. Alors c'est vrai que quand on parle d'Europe, le thème c'est sur l'Europe. Et quand on entend parler de l'Europe, on entend parler de la PAC. La PAC, c'est le tiers du budget. Marina, tu me corriges si je raconte des bêtises sur l'Europe, mais c'est à peu près le tiers du budget européen. Et c'est un peu comme dans Dune, vous savez, je suis allé voir le film Dune hier, c'est un peu le vert dans Dune qu'on voit, la PAC. C'est le gros truc. Et nous, en tant que pays membre forcément de l'Europe dès le départ, la PAC qui a été créée en 1962, on reçoit 9,5 milliards. Chaque année, on est le plus gros contributeur en Europe, devant l'Allemagne et l'Espagne. Et ce qui s'est passé récemment au niveau des agriculteurs, le mouvement, on va dire, un mouvement social, qui est assez inédit, ça m'a fait un peu penser, parce qu'une des causes de la mobilisation des agriculteurs nous ramène en 2018, quand les Gilets jaunes se sont mobilisés. C'était surtout l'histoire du rouge, qu'on appelle le rouge, le gasoil agricole, au niveau de la taxation. Et ils se sont mobilisés plus particulièrement à Toulouse, en Haute-Garonne. Il y a eu une grande manif le mardi, et puis des agriculteurs proches de la FNSEA, mais pas que. Il y avait beaucoup d'agriculteurs qui n'étaient pas encartés. Il faut savoir qu'un agriculteur sur 2 n'est pas encarté à la FNSEA ou aux jeunes agriculteurs ou à la Confédération ou à la coordination paysanne, coordination agricole, pardon. Et ils se sont dit, coordination rurale, pardon. Ils se sont dit, on va continuer le combat, on va bloquer l'autoroute à Carbone. Carbone, c'est dans ma circonscription, c'est à 20 km de chez moi. Et ils ont eu l'idée de bloquer l'autoroute. Donc, c'est dit, il faut qu'on aille rencontrer les agriculteurs, il faut qu'on aille discuter avec eux. Alors, la Haute-Garonne, c'est quand même un département un peu spécifique au niveau de la Chambre d'agriculture. C'est la seule Chambre d'agriculture qui est tenue par les jeunes agriculteurs.
partout en France, c'est la FNSEA, et à part le Lot-et-Garonne, la Vienne et la Haute-Vienne, c'est la coordination rurale, qui est plus proche, on va dire, du Rassemblement national. Et la Confédération paysanne, ils n'ont qu'un seul département, c'est Mayotte. Donc Haute-Garonne, liste à part, les jeunes agriculteurs qui gagnent la Chambre d'agriculture, et je suis allé les rencontrer. Et c'est vrai qu'on m'a dit, il y en a qui m'ont déconseillé d'y aller, non, tu ne vas pas aller rencontrer les agriculteurs, c'est tous des fachos, c'est tous des... Enfin voilà, c'est un peu la caricature qu'on essayait de me mettre dans la tête. Je dis non, il faut discuter, comme le 17 novembre en 2018, il fallait être auprès des Gilets jaunes, eh bien il fallait être à côté des agriculteurs quand ça s'est passé. Et donc j'y suis allé, j'étais bien accueilli, malgré tout, bon, il y a eu un accueil républicain, ils savaient que j'étais le député de la Circo, donc il y en a qui ont été un peu indifférents. Puis on a discuté avec le président de la Chambre d'agriculture, qui est un jeune agriculteur, et qui a une véritable vision. Bon, il est proche de la FNSEA, ce jeune agriculteur, mais il a anticipé quand même ce que pouvait être l'évolution de notre agriculture. Il a compris aussi qu'il fallait, en Haute-Garonne, on produit énormément de céréales, mais aussi on manquait de transformation. En Haute-Garonne, on produit et on exporte. Et ce qu'il lui voudrait mettre en place, c'est justement transformer le produit pour le valoriser, pour avoir une plus-value. Et donc, il a eu l'idée en Haute-Garonne de justement faire la transformation du lait et la commercialisation du lait, les fameux briques roses. Je ne sais pas si vous connaissez Haute-Garonne. Ils ont eu l'idée de faire eux-mêmes la distribution du lait, de s'émanciper de Lactalis. Lactalis, qui est le archi-milliardaire qui achète le prix du lait à 40 centimes auprès des producteurs et qui justement met les agriculteurs dans une difficulté économique énorme. Parce que ce que demandaient avant tout les agriculteurs qui bloquaient l'autoroute, et ça c'était quand même assez incroyable, hein, ils bloquent l'autoroute à Carbone, et leurs trois principales revendications, c'était le prix du rouge, enfin le gasoil, des mesures contre l'épidémie, justement les bovins qui viennent d'Espagne, justement des mesures fortes, avoir une prise en charge plus importante de l'État, et puis de pouvoir vivre dignement de leur travail, tout simplement. C'est-à-dire c'est une profession quand même, on allait visiter des agriculteurs, on a discuté avec eux, j'ai discuté avec un jeune agriculteur qui avait quand même 100 vaches, des limousines, hein, je veux dire, il avait 100 vaches, 160 hectares, il était seul à bosser dessus. Et je lui disais, mais à la fin, tu gagnes combien à la fin de l'année, quand tu as payé toutes tes cotisations, toutes tes charges, combien qu'il te reste? Il me dit, moi je bosse toute l'année, il me reste moins 20 000 euros. Moins 20 000 euros. Bon, il a les aides de la PAC qui lui permettent justement de s'en sortir, mais c'est-à-dire s'il n'y a aucune aide de la PAC, il travaille à perte. Et ça, c'est le lot commun. Et ce n'est pas quand même la petite exploitation, 160 hectares. La moyenne, je crois, en France, c'est 60-70 hectares. Hein, on est passé. Et donc c'est une profession qui est en péril et avec qui il faut discuter. Et moi, ça me faisait doublement écho. Parce que je viens d'un département, je ne suis pas né en Haute-Garonne, hein, je suis arrivé en 2002 en Haute-Garonne. Je viens d'un département rural, qui est la Meuse. Et je suis vécu dans un petit village de 400 habitants où, à l'époque, quand j'étais gamin, il y avait une douzaine d'agriculteurs, il y avait une douzaine de petits commerçants, il y avait des services publics. Alors, je ne veux pas faire du passéisme, hein, je ne veux pas dire que dans le temps, c'était mieux. Mais je veux dire qu'il y avait de la vie dans les villages, il y avait du contact, il y avait du lien, et les gens pouvaient vivre de leur activité. Je veux dire, les agriculteurs vivaient de leur boulot, les petits commerçants vivaient de leur boulot, et quand on était gamin, on pouvait reprendre l'exploitation de ses parents, on pouvait reprendre le petit commerce de ses parents, ou, mettons, quelqu'un qui était menuisier pouvait travailler au pays et vivre, et pouvoir créer justement ce qui s'est passé dans les 20-30 dernières années, la métropolisation a vidé les campagnes. Et donc, quand je retourne dans mon village, forcément, il n'y a plus aucun commerce. Je veux dire, 70% des villages ruraux n'ont plus un seul commerce. Là, dans mon patelin, il reste la station-service qui fait un peu tout. Et il n'y a plus de service public, il n'y a plus de la poste, il n'y a plus rien, il n'y a plus de perception. Les gens ont 2-3 voitures et les gens vont travailler ailleurs. Il n'y a pratiquement plus de population. Mais ce qui est choquant dans mon village quand j'y vais, il y a des trottoirs, il y a des luminaires, il y a une salle polyvalente. C'est fou, hein? Il y a des city parks, il y a même un city park dans mon patelin, vous vous rendez compte, il y a un city park, il y a des tables de ping-pong extérieures. Tous les monuments ont été revalorisés.
C'est incroyable, ils ont été grattés, nettoyés, enfin, tout est propre, tout est aseptisé. Parce que j'ai oublié de vous dire, dans le petit village où j'ai habité, à 15 km de chez moi, et c'est un des combats que je porte, et c'est ce qu'on appelle la colonisation du territoire, c'est le mépris des classes qui vivent, des classes populaires qui vivent en ruralité. À 15 km de chez moi, il y a un autre petit village, plus petit, et qui s'appelle Bure. Je ne sais pas si ça vous fait écho, Bure. Et donc là, on a vraiment colonisé un territoire. C'est-à-dire ici, c'est que des bouseux, enfin des ploucs, comme on les appelle. Ça a été écrit noir sur blanc. Donc on va leur remettre une poubelle nucléaire. On va enfuir les déchets nucléaires de notre production depuis l'âge de Mesmer. Donc voilà comment mépriser le monde rural, le monde des classes populaires. Et donc je viens de ce pays-là, donc forcément aller discuter avec des agriculteurs, discuter avec des petits commerçants. Ce qu'on ne fait jamais, nous on s'interdit, on dit ouais, ils sont tous convertis à la droite, ce qui est vrai, beaucoup. Et maintenant, ils ont basculé complètement au RN. Je veux dire, là, c'est vrai aussi. Mais ça n'empêche pas d'aller discuter avec eux, parce qu'on peut avoir des échos et avoir un retour positif. Et moi, ça m'a fait du bien, et ça leur a fait du bien de savoir qu'un élu de gauche allait discuter avec eux. Et dans la foulée, on a fait une grande réunion. Et on a fait venir un maximum de gens. Les agriculteurs ne sont pas venus en masse parce qu'ils se méfient toujours des politiques. Ils ne voulaient pas de récupération politique. Mais c'est le boulot que l'on doit faire. On a abandonné les petits commerçants dans les années 70. C'est clair. Ils ont été abandonnés par la gauche et par la droite. Il ne faut pas rêver avec la grande distribution. Et qu'on ne fasse pas l'erreur d'abandonner le monde rural et le monde des petits paysans, enfin petits ou gros, à l'extrême droite parce qu'ils votent majoritairement vers le Rassemblement national. Et donc forcément, la PAC, ça fait écho. Et forcément, ils sont convaincus que l'exportation, les agriculteurs sont convaincus que l'exportation, on est là pour nourrir le monde. Et qu'ils sont dans cette idéologie-là. Donc il y a un gros travail de discussion. Il y en a qu'on n'arrivera pas à convaincre, je veux dire, c'est clair. Mais il y en a qui ont envie de basculer. Il y en a qui ont envie d'être en phase avec ce qui se passe actuellement dans notre société. Il y en a qui ont compris qu'on va petit à petit manger de moins en moins de viande. Et puis il y a aussi la problématique de l'eau. Et puis que peut-être arrêter de s'agrandir, d'avoir des exploitations qui font 100, 200, 300, 400, 600 hectares, qui n'ont plus aucun sens. Et puis ils s'empoisonnent. Ma femme est fille d'agriculteur et sœur d'agricultrice, parce qu'ils ont repris l'exploitation. Sa maman, elle est morte de la maladie de Parkinson. Ça fait écho quand même, la maladie de Parkinson. Mon beau-frère est mort à 65 ans. Donc ça fait écho aussi, parce que les premières victimes de cette industrialisation, de ce carnage en agriculture, c'est les agriculteurs eux-mêmes qui sont victimes de toutes les saloperies qu'on leur met dans les champs et qui sont endettés. C'est une population qui est hyper endettée avec le crédit agricole. Donc toutes ces problématiques-là, je pense que nous, on doit s'en emparer et avoir des propositions concrètes à leur apporter. Moi, je discutais avec Pierre Besse, qui est un des paysans de ma circonscription, qui est plutôt dans la branche AMAP. Je veux dire, il était responsable des AMAP en Midi-Pyrénées. Et pendant la campagne législative, il m'a dit, tu vois, ma petite AMAP, mon AMAP, nourrit 50 paniers de fruits, non, de légumes, et ça donne à manger à 100 personnes en légumes pour la semaine, à un prix plus qu'abordable, parce que c'est moins cher que l'Intermarché du coin, et de bonne qualité. Donc si on multiplie ce modèle-là dans dans la Circo, il faudrait installer 1500 AMAP, ce qui ferait 3000 emplois, rien que pour les légumes. Après, on passe dans la phase de transformation. Donc là, on pourrait transformer les légumes en bocaux, en faire de la transformation. Donc ça ferait des commerces. La distribution aussi. Donc ça ferait rouvrir des commerces de proximité. Après, on pourrait faire la même chose pour les fruits. On pourrait faire la même chose pour la viande. Et on pourrait remettre du coup de l'activité dans les villages, de la distribution, de la transformation. Et du coup, les gens se détourneraient de la grande distribution. Parce que le slogan dire « les gens n'allez pas dans la grande distribution, c'est pas là qu'il faut aller », sauf que les gens, ils vont dans la grande distribution parce que quand on vend le prix du porc à 1 € le kilo et qu'on leur vend de la graisse, du sucre et de l'air, à pas cher, parce que la nourriture dans les supermarchés de la mauvaise qualité, elle n'est pas bonne, mais elle n'est pas chère, donc les gens vont acheter un prix. Je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. Il faut remettre dans les villages des commerces de proximité avec des bons produits et inciter les gens mécaniquement avec des bons produits, en sachant que si on boycotte l'agro-industrie, parce que là on en a parlé avec les agriculteurs, ce qui capte la valeur, ce que produisent les agriculteurs
Et ce que paye le consommateur, c'est quand même l'agro-industrie, ceux qui se font des bénéfices entre les deux, entre les producteurs et les mangeurs. C'est-à-dire qui nous sommes, nous les mangeurs. Eh ben, l'agro-industrie, en 2023, ils sont fait 7 milliards de profit. Donc, en une année, ils ont augmenté de 4 milliards leurs profits. Parce que du coup, ils assèchent des producteurs, ils leur imposent des prix plus que bas, et aux consommateurs, ils augmentent les prix. Donc nous, ce qu'on a proposé, nous, de la France Insoumise, la proposition de loi qui a été portée par Aurélie Trouvé et Emmanuel Bompard lors de notre niche parlementaire du mois de novembre, c'est des prix planchers. Des prix planchers, et même Macron l'a évoqué lors de l'agriculture, le salon de l'agriculture où nous y sommes allés et où nous avons été très bien accueillis par la FNSEA. Donc, comme quoi, tout est possible. Et donc, voilà ce que nous, on peut faire en tant que députés de gauche et députés dans la ruralité. Moi, j'ai envie de redonner de la vie dans la ruralité. Alors, comment on fait ? Eh ben, il faut être sur le terrain et puis organiser quelque chose qui peut être joyeux. Là, j'ai été contacté par des camarades tout à l'heure pour organiser des fêtes. Nous, on a organisé l'année dernière une fête populaire qui englobe tout, c'est-à-dire dans une fête populaire, on fait venir un village associatif avec ça peut être la Ligue des droits de l'homme, avec des organisations différentes et variées, des partis politiques, des associations, des syndicats, mais aussi des jeux pour les gamins, des jeux pour les plus grands, de la musique, de la chanson, un bon moment pour que les gens se retrouvent comme ce qui existait avant, des fêtes populaires, et petit à petit, réarmer les gens politiquement. Donc, parce que si on fait une réunion entre nous, on peut faire des réunions entre nous, c'est ce qu'on fait souvent, des réunions dans des salles obscures où on va se retrouver à 15 ou 30, on va être tous d'accord, ok, on va chipoter sur la virgule ou sur le point du texte, mais moi ce qui m'intéresse c'est aller convaincre les gens, alors être sur les marchés, mais faire aussi des fêtes populaires et des caravanes militantes, et à chaque fois on essaye de faire ça. Donc voilà, je ne vais pas être plus long alors je me suis un petit peu éloigné de ce qui a été dit tout à l'heure sur l'Europe, mais ça joue aussi là-dessus. On va faire une campagne électorale. Et comment on réamorce les gens dans la politique et sur l'Europe ? Moi, je pense qu'il faut y aller tranquillement en organisant des événements festifs ou faire des réunions carrément dehors, quand il fait beau. Dans le sud-ouest, c'est plus facile en Haute-Garonne. Non, mais c'est vrai. Il faut ouvrir, il faut donner la parole aux gens. Et puis surtout, donner la parole aux gens. Faire venir, on en discute et après on balance la parole. Comme on en a fait une récemment, comme je vous disais, sur l'agriculture. On en a fait une sur les services publics avec Clémentine Autain il y a 15 jours. Les services publics, c'est essentiel, les services publics dans la ruralité. C'est ce qui fera le lien. Moi, je trouve ça dommage. Actuellement, à l'Assemblée nationale, il y a 88 députés RN qui sont élus d'extrême droite. Eh ben, le RN, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans les 88 circos, le Rassemblement national, ils ont envoyé à tous les maires des circos un document sur les services publics, comme quoi ils étaient les seuls défenseurs des agriculteurs, comme quoi ils étaient les seuls défenseurs des services publics. Ils ont envoyé ça à tous les maires. Donc nous, en face, il faut qu'on réagisse. Il ne faut pas qu'on laisse tomber. Le combat doit être mené dans les quartiers, ça c'est évident. Il faut qu'on aille faire voter les quartiers. Il faut qu'on aille faire voter la jeunesse, mais il ne faut pas qu'on oublie encore une fois toute la population. C'est 30% de la population, un tiers de la population qui vit loin des métropoles. Il ne faut pas qu'on les oublie parce que eux, on en a besoin. Ils en ont aussi besoin d'avoir un autre discours et de démétropoliser, c'est pas un gros mot, notre activité économique, notre activité culturelle, parce que la culture doit aussi réinvestir les campagnes. Et moi, mon objectif, ce serait de faire une proposition de loi que dans tous les villages de France, tous les bourgs de France, il y ait un tiers-lieu. C'est-à-dire les gens se retrouvent, où les gens peuvent acheter des biens de consommation, et puis aussi de la culture, du cinéma, du théâtre, du chant, de la chorale. Il faut que ça bouge, il faut revitaliser nos ruralités pour qu'elles redeviennent vivantes et qu'elles se détournent des idées néfastes du Rassemblement national. Merci Christophe. Alors, je voulais quand même dire un mot par rapport à Christophe, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on milite ensemble à Toulouse et puis au parti de gauche. Et je voulais quand même remercier Christophe pour deux choses. D'abord, c'est pour son énergie et sa joie de vivre et sa manière d'insuffler les choses, mais aussi sa capacité à transformer des tables rondes en meeting pour organiser des fêtes populaires partout. Voilà. Et c'est très bien. Voilà. Qu'on ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs
Pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et une dernière chose, il a toujours été dans les luttes et sous l'uniforme et sous la casquette, il reste un militant et ça c'est vraiment exemplaire et je voulais quand même le saluer aussi à ce niveau-là. Merci Christophe. Donc on va enchaîner avec Martin sur la question des enjeux culturels en Europe et puis après on fera une petite conclusion et une mise en perspective de chacun et chacune si vous en êtes d'accord. Merci à vous. Merci Jean-Christophe. Bon, à la base, je voulais commencer par une exégèse des SMS de Rachida Dati à ses collègues ministres, parce que visiblement, c'est un des rares moments où on parle du ministère de la Culture dans l'espace public et au JT. Mais je me suis dit qu'on allait parler de choses un peu plus concrètes. Et je remercie bien entendu le Parti de gauche, l'organisation de tout ce congrès, ça a été dit. Bon, déjà pour cette organisation magnifique, il y a quelques semaines, quelques mois, les camarades du coin m'avaient invité à un week-end de formation pour faire une formation sur les imaginaires en politique et l'importance de la place des imaginaires dans notre bataille politique. Je suis assez heureux de voir que cet endroit y correspond, cet ancien espace industriel entouré de verdure dans lequel on raconte aussi notre histoire en arrivant dans ce couloir qui mène à la salle de la plénière. Et je suis très heureux que nos échanges aient pu fructifier pour aussi donner ce bel événement. Je remercie aussi l'organisation du congrès pour que dans ce moment où on a parlé des enjeux économiques, énergétiques en Europe, des enjeux agricoles en France, mais qui touchent aussi en fait l'entièreté de nos voisins européens, on mette au même niveau le sujet de la politique culturelle qui est encore bien trop oublié dans nos discours politiques, dans nos programmes politiques et dans nos formations politiques, alors que c'est une thématique qui a été au cœur de toutes nos victoires politiques à travers l'histoire, depuis la Révolution, pendant la Commune, pendant le Front populaire et également dans le programme des Jours heureux du Conseil national de la Résistance et également même aussi dans les expériences des années 80. Tu le disais, Christophe, l'enjeu de la politique culturelle, c'est un enjeu de comment faire société ensemble, comment faire du commun ensemble et surtout comment construire une citoyenneté à partir de la démultiplication des manières de concevoir le monde, de le raconter, de le percevoir de façon sensible et pas uniquement cadré, pas uniquement dans les chiffres, pas uniquement dans la marchandise, justement. Et un autre point infiniment important et même stratégique en politique, c'est que si on y adopte aussi un petit peu un regard matérialiste, les arts et la culture, c'est tout un champ de production, de signifiants, de production, de lecture du monde, de production, d'analyse du présent, du passé et du futur, qui est un champ qui est, il faut le dire, totalement investi par la droite et l'extrême droite aujourd'hui. On rigole du Puy du Fou, on ne devrait pas en rigoler parce que, en réalité, des sites similaires, il commence à y en avoir partout en France. Dans le sud, il y en a un en Provence qui s'appelle le Rocher Mistral, qui est pareil. Il y en a un qui est en train d'ouvrir à Rouen, qui est pareil. Vauquier sabre les services publics de la culture en Auvergne-Rhône-Alpes pour ouvrir un équivalent de Puy du Fou à Gergovie. Il y en a un à La Défense et dans la métropole de Marseille il y a quelques années, LR, parce que c'est beaucoup eux qui sont à la manœuvre là-dessus, avait voulu faire passer un vœu à la métropole de Marseille disant que la politique culturelle n'allait avoir pour but que de financer des choses qui allaient célébrer et mettre en lumière les racines chrétiennes de la France. On en est à cet endroit-là quand même. Et si tout le monde a un peu été surpris que Rachida Dati, qui ne s'est jamais particulièrement montrée intéressée, ou peut-être qu'elle l'est à titre personnel pour des questions culturelles comme on peut l'être toutes et tous, mais n'a jamais particulièrement agi sur ces questions-là d'ordre politique. Si dans le deal que Macron fait avec Sarkozy, il a pu donner cette place à Dati au ministère de la Culture avant de l'envoyer au municipal à Paris, si ça a pu se faire aussi simplement, c'est parce que c'est un terrain qu'on a abandonné à gauche, qu'il n'y a pas eu un blocage politique où Macron se dit non, c'est quand même pas possible là, quoi. Et que c'est un terrain qu'on doit parfaitement et totalement réinvestir.
Et puisque, en effet, la thématique de cette table ronde, c'est sur la question européenne, je vais vous donner 3 points qui me semblent assez conséquents et cruciaux de ces enjeux de politique culturelle à l'échelle européenne, parce qu'à la base, la culture ne fait pas forcément partie des prérogatives de l'Union européenne. Néanmoins, du moins c'est bien moins conséquent que l'agriculture, qui représente un tiers de l'action de l'Union européenne, mais en réalité, comme tous les autres pans de notre vie, les cadres politiques de l'Union européenne concernent également la politique culturelle. Ce premier axe dont je vais vous parler, c'est que il n'est pas possible d'envisager une politique culturelle émancipatrice et diversifiée dans les règles austéritaires de Bruxelles. C'est impossible. Comme l'ensemble des services publics, le fait de perpétuellement réduire les budgets, de perpétuellement tout faire fonctionner dans le dogme de l'appel à projet du côté associatif ou culturel, de perpétuellement demander à plus d'agents publics de faire plus avec moins de moyens, de perpétuellement leur demander de diversifier leurs apports de financement, c'est-à-dire soit d'augmenter les tarifs, soit d'aller chercher des mécènes dont en France ils sont en plus déduits fiscalement de 66% de ce qu'ils donnent, en plus du coup finalement de finir par avoir une voix au chapitre dans les programmations, dans les actions des associations et des lieux. C'est impossible d'imaginer, tout comme tous les autres services publics, un service public qui se construit sur le long terme, dans les cadres des règles austéritaires de Bruxelles. Un autre exemple très concret de ce que ça produit, ces règles austéritaires, c'est dans le plan d'austérité qu'a imposé Bruno Le Maire de 10 milliards d'euros pour rentrer dans le cadre des règles budgétaires de Bruxelles, plan qui n'a été que je sache, voté par personne, si je ne dis pas de bêtises, qui annonce un autre plan de 20 milliards. Il contient un volet d'austérité culturelle de 250 millions d'euros, ce qui est un coup de rabot qui est totalement inédit dans la politique culturelle. Et ce plan de 250 millions d'euros, il en contient 100 millions en moins pour la création artistique, 100 millions en moins pour le patrimoine, 20 millions en moins pour l'audiovisuel public et 25 millions en moins pour la diplomatie culturelle. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que 250 millions en moins pour la culture, les premières personnes qui vont trinquer dans tout ça, ce sont les associations, les structures culturelles qu'il y a en zone rurale. Ce sont les associations, les structures culturelles qu'il y a dans les quartiers populaires et dans les territoires d'outre-mer, qui sont déjà des territoires abandonnés par la République. Ensuite, un deuxième champ qu'il faut investir à l'échelon européen, c'est celui de la bataille pour des nouveaux droits sociaux, et notamment des nouveaux droits sociaux pour les travailleurs de l'art, mais qui, vous allez voir, en réalité, servent tout le monde. Pour faire ça et être efficace, figurez-vous qu'il y a un rapport européen, un rapport du Parlement européen qui est sorti récemment, donc quand l'Union européenne produit des choses intéressantes, il faut le dire, et je le dis, qui vous résume très bien. Ils ont fait une étude sur ce que c'était que le travail de l'art et de la culture dans toute l'Europe, ce qui concerne tout aussi bien la France. Le travail dans la culture, il se caractérise par la précarité, l'instabilité et la nature intermittente de son activité, des revenus imprévisibles, un pouvoir de négociation faible face aux autres parties, des contrats à court terme, peu ou pas de protection sociale et un accès restreint à l'assurance chômage. Concrètement, ce que ça donne, pour vous donner un exemple, les artistes-auteurs qui sont en réalité un vaste champ de la création, ça va des photographes aux peintres, aux auteurs de l'écrit, aux plasticiens, etc. Un auteur en France, ça gagne 1 000 € par mois en moyenne, une autrice 800 €. Ça n'a quasiment pas de protection sociale. Et dans les secteurs culturels, les violences sexistes et sexuelles, c'est x3. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'Assemblée nationale, Sarah Legrain, après les auditions de Judith Godrèche, a demandé une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles spécifiques dans les milieux de la culture, qui reste encore surreprésentée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une faiblesse dans le rapport de force entre les travailleurs et les structures d'oppression qu'il y a au-dessus d'eux. Et ce rapport, il préconise la création d'un cadre juridique européen pour le travail de l'art et de la culture, pour lequel il faut qu'on se batte, parce que c'est exactement le même combat que ce qu'apportait Leïla Chaibi pour la présomption de salariat des salariés uberisés. C'est-à-dire dire que c'est un travail, que ça va avec des droits sociaux et que ça va avec des règles et du droit du travail. Et il faut qu'on se batte
pour que la Commission européenne applique ces préconisations, parce qu'elles vont permettre d'appuyer un projet de loi qu'on a en France qui porte des sujets similaires, qui est co-signé par nos députés, qui est co-signé par Sarah Legrain, par Mathilde Panot, par Manuel Bompard et par beaucoup d'autres députés, qui est un projet transpartisan en plus, et gagner des droits sociaux sur le travail discontinu et pour permettre d'avoir une couverture que quand on est empêché de travailler, on a quand même des revenus. Ça va servir pour les travailleurs de l'art, donc ce qui va servir pour toute la société, mais ça va aussi être une première pierre posée pour tous les autres travailleurs discontinus, c'est-à-dire les intérimaires, c'est-à-dire les salariés de l'hôtellerie-restauration, les saisonniers, les femmes et les hommes de chambre, et que si on dit, regardez, les travailleurs discontinus dans la culture, ils ont un régime social adapté, ça sera une pierre pour ensuite se battre pour que tous les secteurs professionnels qui ne disposent pas de conditions de travail par l'état de leur profession qui soient continues, on arrive à 1 heure et on repart à 1 heure, on a un CDD ou on a un CDI, mais on est payé à la mission, on est payé à quelques heures seulement dans le jour ou dans la semaine. L'avoir pour les travailleurs de l'art, ça nous permettra, nous, d'être une victoire sociale historique qui nous permettra de nous battre pour l'avoir pour tout le monde. Et je terminerai ensuite sur un dernier sujet qui est tout aussi crucial et pour lequel l'Union européenne peut nous être utile, c'est celui de démanteler les empires culturels et médiatiques des milliardaires. En 2002, la Commission européenne a bloqué le projet d'empire dans l'édition porté par Bolloré. Cette fois-ci, il a réussi à se débrouiller pour y arriver. Mais moi, je pense qu'on peut aller encore plus loin et à l'échelle européenne, se battre pour que l'Union européenne empêche que, même ce soit Bolloré ou même Kretinsky ou même Arnaud ou même d'autres, détiennent autant de biais de diffusion dans les industries culturelles. Et petite précision sur laquelle je terminerai, Bolloré a réussi à racheter Hachette. Certes, c'est pour imprimer, c'est pour avoir la main sur les maisons d'édition dans lesquelles il place ses pions, mais c'est aussi pour avoir la main sur l'édition des manuels scolaires, l'édition des manuels parascolaires. Et on sait très bien l'histoire qu'ils veulent raconter là-dedans, c'est l'histoire du Puy du Fou. Et que ça, nous, on doit lutter contre ça, et qu'à l'échelle européenne, on doit lutter contre ça, parce que c'est un problème démocratique. Et les quelques micro-mots de conclusion, et qui ne seront pas plus longs, c'est que, enfin, se battre contre le néolibéralisme dont la Commission européenne est un des cœurs battants, c'est se battre pour le temps libre. Et se battre pour que notre vie ne soit pas uniquement un travail sous-payé, de la consommation et un avenir sombre. Se battre contre le néolibéralisme, c'est se battre pour que on puisse avoir du temps libre dans nos vies, du temps pour flâner, pour aller au musée, pour apprendre, pour soi-même être un ou une artiste, et pour que notre vie soit autre chose que servir le capital. Merci Martin. Il nous a paru extrêmement important et ton regard est toujours à la fois pertinent et décalé au sens très juste du terme, qui nous permet de nous décentrer très souvent, parce que c'est souvent un défaut dans les organisations du mouvement ouvrier, d'avoir une approche économiste ou une approche purement institutionnelle ou une approche que sociale, et d'intégrer la question culturelle sur la question des représentations, sur la question des imaginaires, sur la question des codes. Et merci pour ce regard et pour ces propositions. Et ça m'amène à dire, avant la conclusion, et pour libérer y compris Marina, parce que Christophe est parmi nous, on va aussi le libérer, mais je sais que Marina a des obligations importantes de campagne en ce moment, c'est que tu nous as fait penser qu'il va falloir socialiser l'édition des manuels scolaires et pas les laisser au grand capital. Et ça, on intégrera ça dans la convention programmatique du parti qui va s'ouvrir. Donc je propose que chacun prenne 3 minutes pour se concentrer sur la mise en perspective et les pistes de travail, notamment dans le cadre de la campagne européenne, sur les propositions phares qui peuvent nous outiller dans la théorie et dans l'action pour mener cette campagne et faire en sorte de faire bouger les lignes. À toi, Marina. Encore merci et bravo pour les interventions précédentes. Il y a beaucoup de choses à dire et en 3 minutes c'est extrêmement difficile. Moi je voudrais rebondir parce que le combat qu'on va mener est un combat important contre l'extrême droite. Je le dis pas seulement parce que en PACA, comme vous le savez, la situation est quand même catastrophique sur la montée de l'extrême droite, mais évidemment ce n'est pas la seule région de France. Et Christophe, dans ce qu'il disait, et à juste titre, il y a beaucoup de combats à mener sur dénoncer aujourd'hui les fausses
la posture du RN sur ces questions écologiques, sociales, agricoles, quand on parlait de l'agriculture, et qu'on se rend compte, je ne l'ai pas dit, mais je rebondis sur ce que disait Christophe, mais qui se sont battus contre la loi de restauration de la nature en nous disant non mais vous vous rendez compte, cela risque de mettre en péril la souveraineté alimentaire de restaurer la nature, quand on sait que 50% des espèces de pollinisateurs dont on a besoin pour l'agriculture sont aujourd'hui menacées. Ils vont nous expliquer comment ils défendent l'agriculture en ne restaurant pas aujourd'hui nos écosystèmes et notre biodiversité et les habitats. Donc c'est totalement fou quand nous on voit aussi en PACA qu'on perd chaque année 12% des terres agricoles. Qui se bat pour justement essayer de les maintenir quand dans les PLUI et les plans locaux d'urbanisme, on essaye à chaque fois de saccager ces terres agricoles pour des projets immobiliers? Qui se bat? Nous, les militants que nous sommes, les militants politiques, les militants associatifs, et il n'y a jamais eu un élu RN sur ces luttes-là. Et après, sur les questions sociales, c'est la même chose. On en a abordé quelques aspects, que ce soit sur le temps de travail, le salaire minimum, que ce soit sur on a voulu mettre une directive sur le bien-être psychologique des salariés, même sur ce texte-là, pour qu'on ait un cadre régulateur sur ces enjeux-là. Le RN a voté contre. Il vote toutes les directives européennes. L'Europe n'a pas beaucoup de compétences en matière sociale, mais dès qu'on en a une, le RN vote contre. Donc il n'est pas non plus dans l'intérêt des travailleurs, et il faut le dire au quotidien. Donc la bataille, elle va être aussi de dénoncer ce qu'ils sont et ce qu'ils font au Parlement européen. Ils votent contre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, ils votent contre l'IVG. Toutes ces questions-là, il va falloir qu'on les porte, il va falloir qu'on dénonce ce qu'est le RN aujourd'hui au Parlement européen, parce que évidemment ils ne viennent pas souvent, mais quand ils sont là, ils font beaucoup de dégâts. Donc voilà, moi je conclurai peut-être sur ces aspects-là, puisqu'on est dans la perspective du combat qu'on doit mener dans le cadre de cette campagne. C'est vraiment ce combat frontal qu'on va avoir face au RN dans les prochains mois et prochaines années. Merci à toi, Marina. Désolé pour l'exercice de style de la compression, de la réduction des interventions. Merci à toi d'avoir accepté d'abord notre invitation et de t'être rendu disponible dans le cadre des impératifs qui sont les tiens. Je laisse la parole à Christophe. Eh bien, merci. Je vais finir par des questions, et les questions que je me pose toujours et que je pose toujours aux personnes que j'ai en face de moi, que ce soit des personnalités politiques de l'autre camp ou même des gens que je rencontre sur les marchés, des questions essentielles qui régissent aussi bien l'agriculture, mais que notre mode de vie ou que l'industrie. En fait, ces trois questions: qu'est-ce qu'on veut produire dans notre société? Qu'est-ce qu'on veut produire exactement? Quels biens on veut produire? Que ce soit des biens industriels, des biens de consommation, des biens agricoles, qu'est-ce qui régit? Comment on veut le produire? Quelles sont les conditions de travail qui les régissent? Dans quelle situation? Et la dernière question, où on veut produire? Et donc là, quand on pose cette question, où on veut le produire, on parle justement, on parlait d'Europe, des traités de libre-échange. Des traités de libre-échange qui nous saccagent, qui ont tué notre industrie, alors je viens de l'Est, je disais tout à l'heure, l'Est est bien placé avec la sidérurgie dans les années 80 qui a complètement disparu, le textile qui a complètement disparu, les Vosges, et tout ça, ça se reproduit. Et voilà, où veut-on produire? Ces trois questions essentielles, et en fonction des réponses, je connais les réponses des néolibéraux, mais c'est les trois questions essentielles si on veut vraiment vivre dans une société qui se libère justement du néolibéralisme et de relocaliser ce qui est bien. On ne va pas produire des choses qui sont inutile. Et puis le truc qui me porte, et je me souviens déjà en 2017, je le portais toujours, c'est on est une société complètement qui est malade. On est en capacité actuellement dans le monde de nourrir 12 milliards d'êtres humains. 12 milliards d'êtres humains. Et on nous dit que le productivisme, le système actuel, est la seule solution, qui est la seule solution pour nourrir les gens. Ce qui est faux. Il y a il y a à peu près 1 milliard de personnes qui souffrent de faim dans le monde et de malnutrition. 9 millions de personnes meurent dans le monde de malnutrition et de faim. 9 millions. Ça fait 25 000 personnes par jour. Moi, j'aimerais bien que dans la presse, tous les jours, on nous marque 25 000 personnes sont mortes de faim et de malnutrition dans le monde. 25 000, donc plus de 10 000 enfants. Donc on est une société qui est malade et qui tue des gens. C'est un crime contre l'humanité parce que nous sommes en capacité de nourrir les gens et actuellement, il y a des personnes qui meurent de faim. C'est le premier crime, c'est la première chose à dénoncer. Et que pour moi, la dette qui est sur les pays, on va dire, qui sont les pays africains, les pays du Sud, la dette tue.
l'accaparement des terres tue. Je veux dire, la spéculation tue. Toutes ces choses qui sont mises actuellement, nous on exporte des biens qui sont produits en France, qui sont ultra subventionnés, et on va détruire les marchés locaux, que ce soit les marchés du poulet au Cameroun, les marchés du poulet au Sénégal, et forcément on va détruire tous les paysans africains qui n'ont plus la possibilité de vivre leur travail et qui, la seule solution qu'ils ont, c'est de quitter leur pays. Alors ils vont quitter leur pays, ils vont aller dans les pays voisins, et puis après ils vont essayer de traverser la Méditerranée, ils vont se noyer dans la Méditerranée, et nous on va leur dire non, vous rentrez pas. Donc c'est toute notre politique qui est en fait dans ce grand brassage et qu'il faut combattre. Donc voilà, je voudrais finir par... C'est pas un motif d'espoir. J'ai du mal à conclure parce qu'on ne peut pas conclure, parce que la lutte est un éternel combat et qu'on ne peut pas conclure. Il faut continuer à se mobiliser. Donc justement, les élections européennes, c'est un moment où on aime bien rentrer en campagne, rencontrer les gens et de faire gagner nos idées. Et c'est de pouvoir gagner, renvoyer Marina au Parlement européen. Et je salue tout son combat qu'elle fait au niveau du travail. Enfin, on a de la chance par rapport à 2019 d'avoir les 4 députés sortants qui sont vraiment nos 4 races, hein, qu'il faut valoriser. On a la chance d'avoir ces 4 députés qui sont notre fer de lance, avoir aussi dans cette liste-là des gens qui viennent du monde du travail. Enfin, je ne vais pas vous refaire la convention qu'on a eue de la France Insoumise le samedi, mais on a vraiment une opportunité à fracasser lors de cette élection le mauvais jeu qu'ils sont en train de nous faire entre les macronistes et le RN, hein, ce mauvais jeu qui nous entretiennent. Ça fait 2 tours la présidentielle qu'on a ce jeu-là. Il faut vraiment qu'on s'invite dans ce 2e tour et qu'on fracasse les macronistes et le RN et qu'on gagne cette élection européenne, comme je disais, pour être au pouvoir en 2027. Merci. Alors moi, sur les perspectives, j'ai construit mon intervention précédente autour de ces dernières, donc je vais juste brièvement les rappeler. Pour les arts et la culture, comme pour tous les services publics, se battre perpétuellement contre les règles austéritaires de Bruxelles et contre la marchandisation à outrance de tout, de la vie et de notre quotidien. La bataille pour les droits sociaux, pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs et la reconnaissance du travail de l'art. Et la lutte est, je pense qu'on doit le porter, le démantèlement des empires médiatiques et culturels des milliardaires. J'y rajouterai un petit élément que je n'ai pas abordé, mais qui rentre dans ce monde culturel, l'usage des intelligences artificielles génératives. Aux États-Unis, il y a eu une grève massive des acteurs et des scénaristes contre leur remplacement, parce que c'est le mot, leur remplacement. Si vous voulez, les remplacements qui existent, ça existe avec l'intelligence artificielle, leur remplacement par ces histoires, ces récits à travers le monde, ne seraient plus écrits par les êtres humains, et on ne verrait même plus à l'intérieur des êtres humains, à part 1 ou 2 stars qu'on aurait modélisées, et le reste, ce serait des créations, ce serait des 1 et des 0 sur des écrans, donc des pixels. Il faut se dire quand même que ce qui fait l'humanité, et je terminerai là-dessus, ce qui fait l'humanité dans le travail qu'ont fait les archéologues et les anthropologues, c'est 3 choses. C'est le fait d'enterrer nos morts, de soigner nos blessés et de faire de l'art. Et aujourd'hui, le capital, il veut remplacer un des piliers de notre humanité par son artificialisation. Parlez-en dans vos campagnes, des combats pour le temps libre, des combats de l'histoire du Front populaire, du CNR, de la démocratisation culturelle, de la démocratie culturelle sont des termes complexes. Il faut lire sur le sujet, se renseigner sur son histoire et trouver comment on peut poursuivre ce grand combat émancipateur aujourd'hui et aller encore plus loin que ce qui a été fait. Merci pour cette phrase de conclusion. On peut concentrer ça avec la célèbre phrase de Marx, passer de la dictature de la marchandise à la libre administration de l'humanité et des choses. Et c'est ça notre objectif politique, un monde débarrassé de toute oppression et de toute exploitation pour son émancipation à tous les niveaux, au niveau social, au niveau écologique, au niveau culturel. Merci à Marina d'avoir été parmi nous. Merci encore à Christophe. Merci encore à Martin. On va enchaîner. Le congrès se termine. Je sais que beaucoup de camarades ont des impératifs de transport. Et
Je pense que le bureau du Congrès va enchaîner sur la conclusion. Je demande aux camarades qui sont sur scène de pouvoir rester parmi nous parce que je crois qu'on va terminer par une chanson ou plusieurs chansons célèbres. Chers camarades, j'appelle tous les nouveaux élus à monter sur scène, s'il vous plaît. C'est avec grand plaisir et une grande tristesse de se quitter que je vous annonce et que nous vous annonçons la fin de ce congrès. Nous tenons particulièrement à remercier Aurore et toute l'équipe du Pôle Orga pour l'organisation. Également toute l'équipe de Dracus Babeuf pour avoir assuré le service d'ordre de l'événement et ce jusqu'à la fin. Nous tenons également à remercier la technique qui a été avec nous et d'un grand soutien sur ces 3 jours. Attends, à ce propos, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à l'équipe d'Isabelle. D'abord, je voudrais les remercier pour leur grande disponibilité, leur grande plasticité, leur grande flexibilité, même si c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup, leur adaptabilité parce qu'ils ont pris toutes les vidéos au dernier moment, ils ont été obligés d'assumer des montages, etc. Et que notamment par rapport à ce matin, contrairement à ce qui a pu être dit, les quelques problèmes techniques qu'il y a eu n'ont pas été du fait de la technique ici, mais du fait d'un certain nombre d'interlocuteurs à distance qui avaient du mal à manipuler leurs propres outils. Et donc, je voulais quand même rétablir la vérité et les saluer. Et merci à toute cette équipe avec laquelle on travaille quand même depuis 15 ans, depuis la création du Parti de gauche notamment. Merci, merci beaucoup. Et surtout un grand merci à vous d'avoir fait le déplacement, vous tous, les camarades. C'est maintenant que ça va se terminer. Je laisse désormais la parole à nos deux co-coordinatrices et co-coordinateurs pour le mot de clôture. Et je l'espère, à la suite de cela, un moment de fraternité, de camaraderie et de sororité, surtout pour chanter cette magnifique chanson. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale, pour nous et demain. Moi, d'abord, je voudrais remercier toutes et tous les congressistes pour la qualité, la force des travaux qu'on a eus pendant ce congrès, 6e congrès, avec beaucoup d'amendements qui sont la marque d'un intérêt militant et d'un bon fonctionnement démocratique, d'un souci démocratique. Je succède à Hélène. Je voulais avoir un mot quand même pour elle parce que ça a été très formateur de toute façon de travailler à ses côtés. Et je dis travailler parce que c'est vraiment beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Voilà. Et la barre est donc placée très haut. Et j'espère que je vais... voilà, je vais y arriver. Mais oui, Isabelle. Moi aussi, je voudrais m'associer aux mots d'Isabelle et évidemment saluer l'équipe de Bretagne. On a travaillé depuis le mois d'octobre à leur côté et on a fait en sorte, comme ça a été souligné par notre camarade Christophe Bex, d'avoir un environnement symbolique qui non seulement correspond à l'histoire de notre parti, mais le plus important, c'est que notre parti est le fil rouge et vert de l'histoire, entre l'histoire du mouvement ouvrier démocratique, ses meilleures traditions et sa capacité à se projeter dans l'action et dans l'avenir. Et vous avez aussi pu voir qu'à partir de notre programme sur l'écosocialisme et les jalons que nous avons posés avec de grosses organisations, parce que nous avons eu un très haut niveau de représentation politique des messages internationaux, le président du Sinn Féin, le représentant européen du HDP, la présidente du PSOL,
petit parti de 280 000 membres au Brésil et de 18 députés avec lequel nous avons une commission sur l'écosocialisme, nous avons des points d'appui pour travailler à l'échelle internationale parce que c'est bien de ça dont il s'agit. L'internationalisme au mouvement, l'alternative au capitalisme à travers l'écosocialisme. Vive le parti de gauche, ses militantes et ses militants. Et merci à Hélène. C'est bon. L'Inter. Les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. Les forçats de la faim, la raison dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain, c'est la lutte.